Bonjour à tous, j'espère que tout le monde m'entend. Alors tout d'abord, merci beaucoup d'être si nombreux présents ce matin pour cette deuxième journée nationale famille. Euh, pour que tout se passe bien, avant de laisser la parole à Monsieur le Ministre, je vais juste rappeler les règles pour l'ensemble des participants. Là, vous n'avez pas accès normalement au micro et à la caméra, mais vous avez la possibilité, dans un petit panneau avec marqué vos questions, vous avez la possibilité de poser vos questions en direct à Monsieur Taquet. Donc l'idée, c'est de lui laisser la parole pendant une quinzaine de minutes et ensuite de pouvoir lui poser vos questions. Alors, comme vous n'avez pas le micro, nous recensons vos questions et nous transmettrons. Alors, je vous laisse la parole, Monsieur le Ministre, et n'hésitez pas à poser vos questions en direct. Merci beaucoup. Merci à vous, Elsa. Bonjour à tous. Sur les questions, comme mon agenda est assez serré ce matin, je m'engage à vous répondre peut-être par écrit dans un second temps à celles auxquelles je n'aurais pas eu le temps de répondre ce matin. Mesdames et messieurs les représentants et membres des fédérations de services d'aide à domicile famille, mesdames et messieurs les intervenants et participants à cette journée nationale interfédération, je vous remercier avant toute chose d'être présent, remercier les organisateurs de m'avoir proposé d'ouvrir ce matin cette séance de travail riche, dense, intéressante, qui aborde un grand nombre de sujets sur lesquels je vais brièvement revenir. Vous le savez, je crois, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de m'exprimer sur ce sujet. Vous savez que j'attache un intérêt tout particulier aux métiers et aux missions qui sont les vôtres, car je pense qu'elles sont une belle illustration d'un certain nombre des convictions fortes que je partage et que je m'évertue de porter dans mes missions. Alors vous savez, j'ai tendance à le dire, à le répéter par ordre un peu chronologique. J'ai d'abord été en charge de l'enfance, et puis depuis le mois de juillet, les fonctions étaient élargies à la famille, mais j'avais à cœur de garder un peu cet ordre d'être ministre à l'enfance et aux familles, à l'enfance et donc aux familles, en quelque sorte, parce que je suis effectivement profondément convaincu que c'est par une action d'étayage la plus précoce possible des familles dans toute leur diversité, leur fragilité parfois, que nous avons la meilleure chance d'atteindre l'objectif qui me semble devoir mobiliser toutes nos énergies et chacun d'entre nous, et je sais que c'est le cas, c'est-à-dire faire en sorte qu'au 18e anniversaire, quand nos enfants cessent d'être légalement nos enfants, même s'ils restent dans nos cœurs pendant très longtemps, nous ayons en tant que collectivité, en nation, et tout ce qui était en notre pouvoir pour donner à chacun d'entre eux les mêmes chances. Voilà, parce qu'au début de leur vie, tous ne partent pas forcément avec les mêmes chances. C'est notre rôle collectif de garantir que ces chances soient identiques au moment de leur autonomie. Ça veut dire qu'en pratique, chacune de mes décisions, de mes actions sur l'ensemble des champs de responsabilité qui sont les miens, vise d'abord à prévenir dès les premiers jours de vie et même avant la naissance, puisque vous avez compris la référence aux 1000 premiers jours, donc vous savez qu'ils commencent 4 mois de grossesse, probablement même avant en réalité. Mais nous devons donc prévenir tous ces risques qui, dans cette période fondatrice de la vie de l'enfant, sont susceptibles d'avoir un impact majeur et durable sur son devenir, on le sait, son devenir en santé, en développement, d'un point de vue social également, évidemment. Nous devons aussi accompagner tout au long de sa vie d'enfants puis d'adolescents pour corriger ces accidents de trajectoire et peut-être permettre de retrouver la voie d'une vie plus heureuse. Et puis enfin, protéger ces enfants à tout âge des menaces de toute nature, qui bien trop souvent, malheureusement, peuvent peser sur lui. Et l'actualité, depuis le début de l'année, enfin, depuis bien plus longtemps encore, nous le démontre chaque jour. Voilà, donc, le sens de ce propos, vous l'avez compris, et je sais que vous y adhérez, enfin, je l'imagine aisément, c'est que entre prévention, accompagnement et protection, il n'y a évidemment pas de différence à faire. Ces catégories n'existent en réalité que pour nous professionnels. Elles n'existent pas du point de vue de l'enfant et du point de vue des parents. Donc cette complémentarité, cette continuité, ce continuum même entre prévention, accompagnement et protection sont au cœur de mon action, de mes convictions. Elles sont surtout au cœur de vos domaines et techniques d'intervention.
elles sont également au cœur de votre savoir-faire si spécifique et donc très logiquement structurent le programme de vos échanges de ce jour. Je disais qu'il était particulièrement riche et pertinent. Avec première table ronde consacrée à la question du domicile en protection de l'enfance, dont les défis déjà nombreux ont été exacerbés par la crise sanitaire et notamment par le premier confinement. J'en profite pour saluer très chaleureusement Geneviève Guédan, qui participera à cette table ronde à laquelle j'avais confié une mission, conférence de consensus, comme on dit, sur démarche de consensus sur les interventions à domicile et que je salue, qui interviendra en compagnie de mon conseiller Julien Roux, dont je ne vais pas déflorer, dévoiler, piquer les points de son intervention, mais il me permettra tout de même de rappeler de façon assez générale ma fierté, en tout cas, oui, mon engagement de porter depuis plus d'un an une stratégie nationale qui, pour la première fois, a mis la prévention au même rang que celui de la protection de l'enfance, car les deux sont évidemment liés. Cette stratégie de prévention et de protection de l'enfance, dont la conception a été le fruit d'une énergie collective au niveau national, mais dont la mise en œuvre réclame au niveau local, naturellement, une mobilisation pleine et entière de l'ensemble des acteurs, et sans silo, sans cloisonnement. À son échelle, cette stratégie veut faire toute sa place à la prévention. Je le répète souvent, vous le savez, la protection de l'enfance, on a dit souvent que ce sont 8 milliards d'euros. Il n'y a qu'un quart qui porte sur la prévention. Sans opposer l'un et l'autre, évidemment, ils sont intimement liés. Peut-être les curseurs doivent être un peu bougés au profit de la prévention. Et on sait que globalement, dans notre pays, nous n'avons pas forcément cette culture. C'est un combat de tous les jours. C'est effectivement notre responsabilité collective que ça devienne un réflexe bien plus qu'aujourd'hui. Et nous l'avons intégré à cette stratégie à travers l'objectif notamment de diversifier l'offre en matière de protection de l'enfance à domicile, dans la continuité du rapport issu de la démarche de consensus de Geneviève que j'évoquais à l'instant sur les interventions de protection de l'enfance à domicile, ou encore via la systématisation de choses qui se font encore trop peu. Ce sont ces mesures d'accompagnement au retour à domicile des enfants qui permettent d'éviter des échecs, des allers-retours et ces fameuses malheureuses ruptures en protection de l'enfance que le système a parfois tendance à générer lui-même au détriment des enfants. Alors vous, service d'aide à domicile famille, vous êtes évidemment des acteurs clés, des passeurs tout particulièrement précieux de par les liens que vous permettez de tisser au travers de vos interventions. Second point de vos travaux, vous vous demanderez ensuite comment les familles peuvent contribuer à relever le défi de la prévention. Sans nul doute l'occasion de rappeler évidemment combien il est essentiel que vos services soient pleinement comptés au nombre des acteurs du soutien à la parentalité et intégrés à ce titre à tous les réseaux qui les mobilisent. Et je sais qu'il y a encore du chemin à faire à cet égard. Et grâce effectivement à de tels espaces de dialogue et de coopération que nous pouvons ensemble écarter deux risques qui me semblent menacer constituer toujours des menaces en matière d'action sociale. D'abord celui des fameux trous dans la raquette. Il faudrait qu'on arrive réussi à trouver une expression un peu plus heureuse. Mais c'est rupture de parcours parce que l'une des institutions qui suivait un enfant ou des parents n'a pas su ou n'a pas pu passer le relais à une autre alors que la situation l'imposait. Et ensuite, deuxième menace, celui de la méconnaissance entre acteurs, qui souvent encore s'ignorent ou travaillent en silo, très français, nous le savons. Alors c'est en s'astreignant à partager, à échanger, à se coordonner, parfois tout simplement à se parler, se mettre autour d'une table que nous pourrons continuer à progresser vers la garantie non seulement d'accompagnement ponctuel de qualité, mais aussi d'un système de prise en charge plus global, plus fluide et in fine plus efficace pour les bénéficiaires pour lesquels nous travaillons. Alors pour ça, on dispose à la fois d'outils pratiques pour nous coordonner localement. Je pense notamment aux comités départementaux des services aux familles, je pense au protocole de prévention en protection de l'enfance. Nous disposons aussi des orientations partagées qui tracent la direction à suivre, stratégie nationale de soutien à la parentalité, démarche des 1000 premiers jours que j'évoquais tout à l'heure. Et je mesure avec l'intervention de Michel Duniac, que je salue également chaleureusement, que vos services sont particulièrement sensibles à la question de la coordination entre le sanitaire et le social. Je sais que c'est un enjeu crucial et que c'est là aussi un nombre de ruptures
institutionnels se font au détriment des personnes que nous suivons tous et autour desquelles nous devons nous organiser, en couture. Vous savez, j'évoquais la présence de Michel, mon souhait, je l'ai dit à plusieurs occasions, de conforter votre intervention en périnatalité. Il y a beaucoup à faire pendant la grossesse pour prévenir par exemple les risques de prématurité et tant à faire encore après la naissance, cette période complexe du postpartum dont j'essaye de beaucoup parler, dont les femmes parlent de plus en plus et c'est une très bonne chose. Il y a aussi une libération de la parole à cet égard, qu'il faut saluer. Parce que les parents et les mères en particulier sont trop souvent isolés. Et je pense que les techniciens d'intervention sociale et familiale constituent une partie de la solution, pas la seule, hein, mais une partie de la solution pour prévenir ces risques, pour combattre cette solitude et pour repérer les signes de la dépression postpartum. C'est un véritable fléau, enfin en fait c'est un mal qui touche beaucoup trop de femmes dans notre pays. C'est encore un tabou qui est aussi en train d'éclater, dont il faut parler, qu'il faut repérer, qu'il faut prévenir, qu'il faut accompagner. Enfin, indépendamment de la question du tarif et donc du reste à charge, qui peut être un frein pour les familles, j'en ai bien conscience, je crois que le développement de vos interventions passe aussi par une meilleure information des parents, afin qu'ils vous identifient davantage. Alors, il y a une partie de communication qui nous revient, j'essaie de le faire, même à titre personnel, une partie qui vous revient aussi, très probablement. Donc, je ne saurais trop que vous encourager à y accorder du temps et de l'énergie, mais je sais que vous le faites et moi, je m'évertue à vous y aider dans le cadre notamment des 1000 premiers jours. Je sais on est encore en cours de formalisation d'un certain nombre de choses, de parcours et de la place de chacun dans ce parcours. Mais tout cela avance et au-delà des parents, les professionnels de santé doivent également savoir qu'ils peuvent s'appuyer sur vous. Hein, c'est un enjeu que j'évoquais tout à l'heure. Et nous prendrons, notre part de travail en la matière. Et je pense que nous pouvons travailler tous ensemble sur ces axes avec la CNAF et avec la CNAM. Voilà, c'est des orientations de travail qui sont devant nous. Vous intéresserait pas enfin, mais j'essaye de conclure, dans un troisième temps au croisement entre accompagnement en matière de handicap et de parentalité, l'objet de votre troisième table ronde. C'est un sujet qui me tient très à cœur, un certain nombre d'entre vous le savent. C'est un de mes premiers engagements en tant que responsable politique, lorsque j'étais député en 2017. Et en ma qualité de secrétaire d'État à l'enfance et aux familles, je crois profondément que l'inclusion de notre société, dont on parle beaucoup, et sur laquelle je pense que notre société avance, et nous partions de loin, passe aussi par la question de la parentalité. Voilà, moi j'ai souvent dit de façon un peu dure que l'on niait dans notre pays aux personnes en situation de handicap le droit d'être parents. Voilà. Dans nos représentations sociales, je pense encore que les personnes handicapées sont forcément un danger pour leurs enfants. Dans nos textes, jusqu'au 1er janvier de cette année, il n'y avait pas de PCH parentalité. Et puis parfois aussi, on peut se le dire, entre professionnels, dans nos pratiques, dans les pratiques d'un certain nombre de professionnels qui, dans leur posture, dans leur discours, dans leur attitude, niaient ce droit. Voilà, mais tout ça change et tout citoyen a évidemment le droit de devenir parent. Qui souffre d'un trouble cognitif, sensoriel, moteur, peu importe. Et je crois que la secrétaire d'État aux personnes handicapées, Sophie Cluzel, grâce à son action, grâce à l'action de responsables associatifs aussi, je pense notamment à Agnès Bourdon-Buzyn de l'APF, à Malika Boubaker, vu que Andéo était aussi présent autour de la table cet après-midi. Je pense aussi à Céline Poulet qui est aujourd'hui au comité international du handicap. Et les choses avancent à cet égard et notamment une prestation de compensation du handicap parentalité a vu le jour au 1er janvier dernier et il faut s'en féliciter. Et vous le savez aussi peut-être, en tout cas je vous le redis, dans le cadre de la stratégie sur les 1000 premiers jours de l'enfant, nous avons décidé de créer, de développer, pas de créer, ce qu'on appelle des SAPPH, les services d'accompagnement à la parentalité des personnes en situation de handicap, sur le modèle de celui que j'avais eu le plaisir de visiter à Paris lorsque j'étais député, justement. Ce sont des lieux où les personnes en situation de handicap, dès leur projet parental, peuvent trouver une écoute et un accompagnement spécialisé, personnalisé de la part de différents professionnels. Et nous allons en créer 6 cette année, pour essayer de les déployer sur tout le territoire progressivement. Nous allons également expérimenter dans plusieurs régions la mise en place d'un référent parcours 1000 jours, qui, dans un premier temps,
cas, on va commencer par là, sera mise en place à destination des situations parentales les plus complexes. Voilà, ça peut notamment être le cas évidemment des personnes en situation de handicap, et ces procédures auront pour mission de coordonner l'ensemble des acteurs impliqués dans le suivi des parents et de l'enfant. Voilà, pour pas que ce soit aux parents eux-mêmes de le faire. Ça, c'est un objectif de droit commun que nous devons mettre en place et promettre à l'ensemble de nos concitoyens, en commençant peut-être pour qui les parcours sont les plus difficiles, pour ne pas en rajouter encore et pour leur faciliter ce beau chemin vers la parentalité. Voilà. Alors, je me réjouis évidemment que vous consacrez une partie de vos travaux à ce thème, et là aussi, évidemment, l'intervention des TISF constitue une partie de la solution, enfin, doivent être pleinement intégrés dans ces dispositifs, me semble-t-il. Et puis enfin, je conclurai par un appel volontaire à considérer la fonction de technicien de l'intervention et du soutien familial comme un métier d'avenir. Comme vous, pour toutes les raisons évoquées, pour tant d'autres que vous développerez dans votre quatrième table ronde, je crois, sincèrement, je vous le redis, que c'est un métier d'avenir, à mes yeux, en tout cas. Nous avons besoin, les Français ont besoin de vous, de votre expérience, de votre expertise, de votre soutien. Et je tiens à vous remercier pour votre engagement et pour la mobilisation qui est la vôtre, à tous et à toutes. Et ils sont d'autant plus chaleureux ces remerciements que j'ai bien conscience des contraintes nouvelles que la crise épidémique a fait peser sur vous ces derniers mois. Et donc, je vous dis merci sincèrement, chaleureusement, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée nationale interfédération. Merci, Monsieur le Ministre. Éventuellement, si, comme convenu, si vous acceptez de vous plier au jeu des questions, on en a quelques-unes en réserve. Alors, vous parliez notamment du rôle crucial des TISF. Aujourd'hui, il est vrai que nos directeurs, les structures ont une actualité importante en termes de conventions collectives. L'avenant 44 a été agréé donc en fin d'année 2020. L'avenant 43 ne l'a pas été. Et aujourd'hui, il est vrai que le recrutement des TISF, en raison des conditions salariales notamment, que je ne vais pas redétailler ici, mais que nombre de participants connaissent déjà. Aujourd'hui, la question des directeurs, c'est de savoir, en tant que ministre en charge de la famille, comment vous vous situez par rapport à cette situation, à cette problématique, et comment vous proposez, je dirais, de soutenir nos services sur cette difficulté qui fait partie de notre quotidien aujourd'hui. Posez-moi 2-3 questions et je vous réponds par l'eau. Une question suivante, c'est sur la question des TISF. Vous avez souligné le rôle des TISF à plusieurs reprises pendant votre intervention, et notamment sur la fin. Aujourd'hui, vous avez bien suivi notamment la crise sanitaire, mais surtout la première partie, le confinement, où on a eu beaucoup de difficultés à pouvoir retourner au domicile. On sait qu'on a énormément de difficultés de recrutement au niveau des TISF. Alors, du coup, la question, c'est par rapport à cette crise, ou en tout cas, en plus de cette crise, pourquoi les TISF aujourd'hui ne sont pas considérés comme un métier en tension, et pour lequel on pourrait justement on pourrait avoir plus de facilité pour le recrutement. Le micro, peut-être pour poser une troisième question autour aussi du métier de TISF. Alors, pas tout à fait sur l'aspect convention collective et enjeux salariaux, mais en tout cas, aujourd'hui, l'une de nos participantes soulève l'importance des connaissances des intervenants pour permettre une meilleure prévention à domicile. Quelle aide à la formation des intervenants pouvez-vous aujourd'hui proposer, parce que on sait que notamment la question des faisons-fonctions est une vraie question aujourd'hui. Le recrutement manquant, comment on peut soutenir les services dans le recrutement, mais aussi dans la formation, de façon à ce que demain, toutes les salariés qui partiront à la retraite, parce qu'on sait aussi que la question de la pyramide des âges est un véritable enjeu,
comment on peut soutenir nos services sur cet aspect formation et recrutement dans. Merci pour tout ça. Bon, des sujets qui tournent un petit peu, des questions qui tournent un peu autour du même sujet, j'entends bien, et qui se apportent beaucoup à une des tables rondes. La toute dernière, celle qui sera la table ronde conclusive que vous organisez. C'était sur la question des avenants, et puis au-delà de la question des avenants et de leur agrément ou pas, et des discussions qui sont en cours et qui sont suivies par les services. C'est davantage la question des recrutements qui se pose aussi pour les TSF. Alors, Jérôme, vous avez dit que c'est pas considéré comme un métier en tension. Je ne sais pas à quoi vous vous référiez exactement, parce qu'effectivement, les quelques chiffres donnés que je connais semblent effectivement montrer qu'il y a des difficultés de recrutement. Vous avez évoqué aussi une pyramide des âges qui est défavorable. Je pense qu'il y a un enjeu au-delà des aspects juridiques, financiers, statutaires. Il y a un enjeu, il y a effectivement un double enjeu. D'une part, je pense de valorisation symbolique. Ne vous méprenez pas sur mes termes. Je sais bien que la valorisation d'ordre financier est un point également important, hein, que je ne minore pas, que les choses soient très claires. Mais quand je parle de valorisation symbolique, c'est-à-dire c'est faire mieux connaître ces métiers qui sont, je pense, trop largement mal connus, méconnus. Donc il y a tout un effort de valorisation de ces métiers à faire. Alors les organisations professionnelles que vous êtes, les uns et les autres, s'y évertuent. Moi, j'essaye de le faire aussi à chacune de mes interventions en faisant la promotion des différents métiers qui sont les vôtres. Je pense que il faut encore, parce que ça incarne parfaitement une espèce de basculement que que je souhaiterais opérer, mais qui ne se fait pas en 2 ans ou 3 ans de mandat d'un ministre, hein, qui ne se fait pas par un ministre tout seul, mais vers davantage de prévention. C'était tout le sens de également en protection de l'enfance, là spécifiquement de la commande que j'avais faite à Geneviève Guédan, avec ce rapport que maintenant l'ensemble des acteurs dans les territoires, dans les organisations professionnelles doivent s'approprier pour en faire quelque chose, pour développer les interventions à domicile, pour faire mieux connaître ces métiers. Donc il y a un enjeu un peu de valorisation de ce métier de par la valorisation, de par les prises de parole, excusez-moi, de par les prises de parole qui sont les miennes et les commandes que l'on peut faire. Il y a un enjeu auprès de l'ensemble des de valorisation auprès de l'ensemble des professionnels. Et je l'évoquais brièvement dans mon discours, c'est peut-être quelque chose que vous évoquerez là aussi, notamment auprès des professionnels de santé. Voilà, donc il y a je pense qu'il y a un enjeu globalement de toute façon dans nos champs de compétences de développement et de partage, de développement d'une culture commune, qui est aujourd'hui encore trop insuffisante. C'est ça aussi qui crée des ruptures souvent. Et donc je pense qu'il y a un enjeu là, et ça rejoint donc la question de la formation que vous évoquiez également. Alors avec peut-être des choses à faire au niveau de la formation initiale, et ça moi je suis tout disposé à ce que nous l'évoquions ensemble et que nous creusions ces points, parce que c'est pas forcément, je vous dis en toute sincérité, le volet que je maîtrise forcément le mieux. Et puis évidemment en formation continue à travers notamment des logiques qui doivent être de plus en plus interprofessionnelles. Je pense que c'est par ce biais-là aussi, par ces points de rencontre-là, que l'on se fait connaître auprès des autres, et que cette espèce de réflexe que j'évoquais tout à l'heure, qui doit être partagé par tous, de recourir davantage à l'intervention à domicile et globalement à des logiques en prévention, peuvent améliorer la situation. Voilà, et puis il y a des choses un peu plus des choses à davantage formalisées probablement qui auront aussi un effet de levier positif, je pense, sur l'attractivité de ce métier. La démarche notamment qu'on entreprend sur les 1000 jours et sur la création de ces parcours 1000 jours pour à la fois tous les Français, mais aussi pour des parents qui connaissent des fragilités. Les fragilités, je le dis souvent, qui peuvent, et on l'a un peu évoqué, être de nature très différente, liées des fragilités sociales, mais aussi liées à l'arrivée d'un enfant prématuré, liées à l'arrivée d'un enfant en situation de handicap, ou à l'inverse parce que les parents sont en situation de handicap, mais aussi parce qu'on a décidé d'avoir un parcours d'adoption, par exemple. Des fragilités particulières aussi qui nécessitent d'avoir un parcours, je pense, de créer un parcours particulier, spécifique. Bon, voilà, tout ça, on doit le formaliser.
Il y a des problématiques évidemment de tarification, de remboursement, de reste à charge pour rendre tout cela effectif. Donc, c'est des choses sur lesquelles nous travaillons. Et la place de chacun dans ces parcours-là. Et moi, je l'évoquais notamment sur tout ce qui est, je l'évoquais même dans mon discours, et quand j'ai présenté les premiers éléments de la stratégie autour des 1000 premiers jours, notamment sur le suivi postpartum, on pense assez intuitivement aux sages-femmes, et normal, c'est pas totalement déconnant de le faire, mais je pense que progressivement, on doit ouvrir à davantage de professionnels, parce que les fragilités que peuvent rencontrer des parents ou une femme à ce moment-là, peut-être peut nécessiter l'intervention d'un autre professionnel, et notamment d'un TISF, parce que les problématiques rencontrées par la femme seront peut-être plus un TISF qui sera en mesure d'y répondre. Voilà, donc il faut qu'on formalise aussi un peu tout ça et qu'on y mette chacun à sa place, et ça sera aussi un levier d'attractivité, je pense, et de meilleure fluidité entre les différents professionnels. C'est une réponse très large et qui a très largement débordé, générale, et qui a largement débordé vos questions. Mais du coup, vous avez répondu à plusieurs questions en même temps, c'est ça qui est pratique. On a beaucoup de questions. Une dernière salle. Jérôme, mais c'est vraiment une dernière salle, parce qu'après il faut que je vous quitte. Et je répondrai par écrit aux autres. Ça, je m'y engage. Voilà. Je vous le ferai passer pour l'ensemble de vos interventions. Très bien. Une question par rapport à la périnatalité. Justement, vous avez souligné encore une fois le rôle éventuellement des TSF et le rapprochement entre le sanitaire et le social. Est-ce qu'il serait éventuellement envisageable de créer un groupe de travail sur cette question-là qui pourrait regrouper les grands acteurs, on va dire, de la périnatalité, en mettant par exemple autour de la table la DGCS, la CNAF, la CNAMTS, le cabinet évidemment, et puis les fédérations de la branche. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait être envisageable justement pour réfléchir ensemble sur comment articuler ces politiques, mais surtout comment articuler ces communications entre ces différents acteurs? Écoutez, sur le principe, j'ai envie de vous dire oui. Je ne veux pas m'engager pour mon cabinet, mon administration, mais sur le principe, oui. Enfin, parce que effectivement, vous l'avez rappelé, toujours dans la même logique de prévention et d'intervention précoce. On essaye de mettre une emphase particulière, et Michel le fait, même si Michel aimerait qu'on le fasse plus encore, sur la périnatalité, notamment, pas que, sur la psychiatrie périnatale. Il y a eu des annonces et déjà des choses votées dès le projet de loi de finances de la sécurité sociale 2020 pour cette année, donc ça a déjà été voté, un investissement notamment avec la création d'équipes mobiles et de places en psychiatrie périnatale. Parce que moi, je suis convaincu, vous l'avez compris, et je pense que vous partagez, que il y a énormément de situations en fait que l'on devrait être en mesure de repérer plus précocement qu'aujourd'hui, de mieux accompagner et d'éviter que les situations se dégradent et qu'on se retrouve avec des enfants placés à l'ASE. Enfin, c'est un peu des raccourcis et des caricatures, mais c'est aussi beaucoup de ça qui se passe. Dans un monde idéal, l'aide sociale à l'enfance n'existerait pas parce qu'on aurait tout repéré, tout accompagné, tout prévenu avant. C'est la théorie ce que je vous raconte. Mais en tout cas, faut qu'on essaye de se mettre dans cet état d'esprit-là. Donc, au-delà de la psychiatrie périnatale, sur le principe, on va réfléchir à ça. Je prends la demande, je prends la commande, et on va voir dans quelle mesure on va monter ça. Faut que ça soit utile, quoi. Moi, je veux pas mettre des gens, je veux pas créer des groupes de travail pour dire qu'on crée des groupes de travail et mettre des gens dans des réunions et leur faire perdre du temps. Donc, il faut qu'on assigne un objectif, voir quels peuvent être les points de sortie, comment on peut avancer, que ça soit utile et allons-y. Hein. Non, au contraire. Donc, bien pris. On réfléchit, on regarde. Avec plaisir. Merci pour la proposition. Non, et puis on va mettre tout le monde autour de la table, justement des gens qui ne le sont pas forcément. Pour la réponse. C'est tellement la logique qu'on a. Est-ce que vous me libérez ou est-ce que je crois que je suis en train de me faire appeler à l'ordre.
On vous l'autorise. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Ministre. On avait dit 9h45, vous nous avez accordé 3 minutes de rap. Voilà. Non, vraiment, merci beaucoup. Pardon à tous les participants pour qui on n'aura pas pu transmettre les questions, mais éventuellement, on verra comment on peut faire effectivement si on veut donner une suite à cet échange. En tout cas, merci beaucoup. Faites-nous un copier-coller des conversations, là, des questions, et faites-nous les passer, et puis on vous répond par écrit. Vous pouvez partager le document avec l'ensemble des intervenants. Enfin, si ça vous convient, on peut faire ça. En tout cas. Je pense que ça sera tout à fait. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Très bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Je vous propose qu'on fasse une petite pause, le temps qu'on refasse les derniers calages techniques pour la première table ronde. Voilà, donc on se retrouve là, je m'appuie sur le support technique, mais 9h55 ou 10h. 10h. Alors voilà, donc on se rejoint dans 11 minutes exactement. Donc je vous dis à tout à l'heure. Rebonjour à tous. Ça y est, donc, pardon, je reprends le fil. Bienvenue sur cette table ronde numéro 1, donc intitulée Le domicile en protection de l'enfance, les défis de la crise sanitaire vis-à-vis des familles. Donc, elle vous sera présentée par moi-même, Elsa Masson, donc responsable du pôle aide et accompagnement. Et Jérôme, je te laisse la parole. Et donc, Jérôme Perrin, directeur du développement et de la qualité à l'Union nationale ADMR. Voilà, donc avant qu'on commence, je vais juste vous faire un petit rappel des règles et quelques annonces qui nous paraissaient importantes. Tout d'abord, on souhaitait remercier Quorum, qui est notre partenaire, je dirais, dans cet événement, puisque c'est grâce à eux qu'on a pu bénéficier de ce logiciel. On tenait à rappeler donc que c'est un partenaire important, premier opérateur de protection sociale, donc de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, un partenaire phare et indispensable aujourd'hui dans les missions qui sont les nôtres. Ensuite, quant aux règles, comme tout à l'heure, donc une boîte à questions dans laquelle vous pouvez évidemment poser vos questions. Alors au début, vous ne verrez quand vous ne verrez les participants qu'au fur et à mesure, mais n'hésitez pas à préciser aussi à qui est destinée la question si jamais elle a un interlocuteur privilégié. Voilà. Ensuite, évidemment, pour tous les participants et les conférenciers, je rappelle de maintenir les micros et les webcams éteintes tant que vous ne prenez pas la parole pour éviter les échos et les soucis de bruit parasite. Voilà, donc on est parti pour cette première table ronde. Donc, je le rappelle, le domicile en protection de l'enfance, les défis de la crise sanitaire vis-à-vis des familles. On le sait, cette crise a bouleversé la vie de nombreuses familles. Elle a alourdi les difficultés aussi de nombre d'entre elles, éducatives, évidemment, financières, liées au décrochage scolaire, aux addictions, à la violence, aux violences intrafamiliales, mais la liste n'est évidemment pas exhaustive. Pour autant, nos services et tous les acteurs de la protection de l'enfance ont été réactifs, ont été capables d'adapter leur mode de fonctionnement, leur mode d'intervention. Ils ont mobilisé leurs équipes alors que par ailleurs c'était un défi important. Donc, et dans ce contexte, les SAD ont su évidemment tirer leur épingle du jeu, ont été extrêmement présents. Aujourd'hui, on voulait pouvoir aborder ces sujets-là avec ces acteurs-là, mais avant ça, on souhaitait aussi donner la parole à Geneviève Guédan, puisqu'elle a effectivement rédigé un rapport. Le ministre en a parlé tout à l'heure. Les conclusions ont été rendues en décembre 2019, mais le contexte a fait qu'on n'a pas eu tellement l'occasion encore d'aborder ce rapport. Donc, on souhaitait en échanger avec elle et puis échanger aussi avec les acteurs du domicile autour de ce rapport et des liens qu'on peut en faire avec la crise sanitaire et de la nécessité d'un
d'intervention à domicile et d'un secteur soutenu pour pouvoir intervenir à domicile. Voilà, Geneviève Guédan, je me permets de vous laisser la parole, éventuellement de vous présenter, et puis je vous laisse la main. Bonjour à tous et toutes, et un grand merci à l'Interfédération des stades de me permettre de présenter donc ce rapport qui a déjà finalement 1 an, mais bon voilà, qui a été rattrapé lui aussi par la crise sanitaire. Donc je comptais vous le présenter en m'appuyant sur un petit PowerPoint, mais je ne le vois pas à l'écran. Donc peut-être qu'on pourrait le faire apparaître. Voilà, parfait. C'est moi qui ne suis pas encore très habile avec le maniement de l'outil. Voilà. Donc, ce rapport, dont je ne suis pas le seul auteur, hein, c'est un travail collectif avec un groupe d'experts et une sociologue, a porté sur les différentes interventions qui contribuent à la protection de l'enfance, à la protection d'un enfant dans son milieu familial. Donc, juste un petit rappel. Évidemment, la forme d'intervention très massivement dominante, c'est celle des actions éducatives, 167 000. Mais les interventions de TISF arrivent derrière, avec 30 000 familles qui ont été aidées en 2018 au titre de l'aide sociale à l'enfance. S'ajoutent aussi les interventions au titre de la PMI, parmi celles qui sont financées par les départements. Les mesures d'accompagnement en économie sociale et familiale, et puis des mesures intensives mais qui restent très minoritaires, on y reviendra, comme l'accueil de jour ou les pratiques de placement à domicile. Donc ces interventions, elles ont des problématiques communes, c'est évident, et évidemment dans ces problématiques communes, il y a le fait d'intervenir au domicile comme support d'intervention, mais aussi comme élément de complexité aussi de ces interventions, hein, qui sont parfois perçues, comme intrusives, moins d'ailleurs pour les TISF, j'y reviendrai, que pour les AEMO par exemple. L'autre élément commun, c'est la gestion du risque, puisque si elles sont mises en place et qu'il y a un risque pour un enfant, mais un enfant qui est maintenu dans son milieu familial. Donc ça en fait, pour ces deux éléments, des interventions assez exposées pour les professionnels qui y contribuent, exposées, délicates. Et puis elles ont aussi comme caractéristique d'avoir une place privilégiée dans le continuum de la prévention et de la protection qu'évoquait Adrien Taquet, au point que parfois, notamment dans certains schémas départementaux, on les fait basculer entièrement dans le champ de la prévention. Or, on y reviendra, ce sont des interventions qui s'appliquent dans des contextes qui peuvent être complexes, sensibles, et qui sont des vrais contextes de protection. Donc, j'avance. Les constats, le rapport en balaye plusieurs. Moi, je ferai des zooms pour tenir dans le temps, et je dirais les premiers éléments de constat, c'est effectivement le décalage entre ce que représentent ces interventions dans le champ de la protection de l'enfance et les moyens qui leur sont consacrés. Donc on a appelé ça pudiquement une place ambivalente, parce que très clairement les textes nationaux, internationaux mettent l'accent sur le maintien de l'enfant dans son milieu familial chaque fois que possible. On voit bien que tous les acteurs concernés de la protection de l'enfance sont très attachés à l'évitement du placement. Et effectivement, ces mesures représentent la moitié des mesures de protection de l'enfance, une place qui est stable depuis 35 ans, hein, ce qui interroge quand même, comme si une sorte de plafond de verre existait pour ces mesures, peut-être lié justement à leur format, parfois trop léger par rapport à l'ampleur des difficultés à traiter. Donc quand même la moitié des mesures de protection de l'enfance, mais moins de 10% des moyens que consacrent les départements à la protection de l'enfance.
puisque 80% des dépenses de protection de l'enfance sont consacrées au placement. Alors, on peut le comprendre, puisque effectivement, accueillir 24 heures sur 24 un enfant, c'est autre chose que intervenir alors qu'il reste dans son milieu familial. Mais malgré tout, ce que reflète ce décalage assez abyssal, c'est un format d'intervention, enfin, un niveau de financement de ces interventions qui pèse, pour ne pas dire qui contraignent très fortement leur format. Donc voilà, quelques éléments sur les prix de journée de ces interventions. Une AEMO classique, son prix de journée médian, c'est plutôt autour de 9-10 euros par jour. Les mesures renforcées montent un peu plus haut, mais on voit bien le décalage gigantesque entre ce que coûte un placement, facilement 180 à 200 euros par jour, le coût d'une AEMO, et c'est aussi décalé avec la tarification des interventions de CESAT, par exemple, qui sont des interventions au domicile. Donc ça interroge sur la manière dont on conçoit ces interventions, et ça interroge d'autant plus que ces interventions, elles s'adressent à des familles, à des enfants qui cumulent les vulnérabilités. J'ai pas besoin de m'étendre là-dessus. Vous êtes au contact tous les jours avec elles, donc vous visualisez bien. Et pour répondre à leurs besoins, on a d'un côté des politiques de droit commun souvent peu correctrices, et de l'autre côté des mesures de protection de l'enfance qui finalement sont peu intensives et peu diversifiées. C'est-à-dire que dans les faits, c'est-à-dire que la loi de 2007 a beaucoup enrichi la palette. On a vraiment de quoi faire, hein, parce que au-delà des actions éducatives, TISF, il y a aussi l'accueil de jour, l'accueil séquentiel, les AEMO renforcés, mais dans les faits, on constate que finalement, vous avez vu les chiffres au démarrage, cette diversification, elle se fait dans beaucoup de départements de façon, à la portion congrue. Cette palette des interventions à domicile, on a essayé de la traduire. Non, là, ça va beaucoup trop vite. Là, je préfère maîtriser le déroulé tout en ayant l'œil sur ma montre. Hein. Donc, ces interventions à domicile, on a essayé d'en faire une sorte. Pardon, si je pouvais conserver la maîtrise, voilà. On a essayé d'en faire une typologie en utilisant en fait trois paramètres. Donc c'est résumé 30 pages du rapport en un petit dessin qui j'espère vous parlera. Il y a un paramètre du temps d'intervention qui est évidemment un facteur majeur sur jusqu'où on peut aller avec les familles, quel lien de confiance établir avec elles. Il y a une autre entrée qui est celle un peu de la nature dominante des interventions. Est-ce que c'est plutôt du soutien à la parentalité? Est-ce que c'est de la suppléance? C'est-à-dire que on va pouvoir accueillir l'enfant en journée ou même en hébergement à un certain moment. Ou de l'action, on appelait ça sur le contexte, c'est-à-dire des actions, des interventions avec des supports très concrets, travail sur le budget ou justement travail sur tous les éléments de la vie quotidienne comme le font les TISF. Et une autre clé d'entrée, c'est finalement dans le centre de gravité des pratiques professionnelles. Est-ce que c'est l'approche par discursif, par la parole, à la mode un peu action éducative, on essaie de faire devenir conscient sur les problèmes et d'évoluer, ou est-ce qu'on cherche des supports plus concrets, de la co-construction, et voilà. Donc c'est des idéotypes, ça simplifie les choses. La réalité des interventions, c'est qu'elles mixent tout ça, mais avec des centres de gravité différents. Donc vous voyez un peu apparaître où se situent les différentes mesures et celles des TISF sur cette représentation un peu simplifié. Alors justement, les TISF, un petit focus. C'est une mesure qui nous a semblé, évidemment, on a auditionné les fédérations du secteur et des associations. D'ailleurs, celle de l'ITER, on avait
interlocutrice qui nous avait vraiment présenté le métier. Donc, ce qui est déjà frappant, c'est le recours très, très inégal en protection de l'enfance au TISF selon les départements. C'est ce qu'on a essayé de représenter dans cette carte, où on a des départements foncés où là, il y a un recours assez fort, en fait, au TISF, et puis des représentants très clairs où il y a une quasi-absence, en fait, de ce recours. Et en fait, ça renvoie à des logiques de recours assez différenciées. On a parfois un fort recours au TISF et un très faible recours à l'AED dans certains départements. On a des départements qui font très peu d'AEMO renforcés, j'ai oublié ce mot dans le PowerPoint, mais par contre qui combinent de façon assez importante AEMO et TISF, comme dans le Nord, où on a 20% des AEMO qui se combinent avec le recours au TISF. Et puis un point que vous nous avez fait fortement remonter, c'est le très fort développement du recours au TISF pour encadrer les visites en présence de tiers. Ça peut aller d'un quart à 2/3 des mobilisations TISF selon les départements. Et on a l'impression que dans ce cadre, on a presque parfois une forme de cannibalisation des mesures de TISF classiques et une forme de transformation aussi un petit peu de ce qu'on attend des TISF, c'est-à-dire de l'observation, alors que leur cœur de métier, c'est plutôt le faire avec. Toujours sur les TISF, ce que montrent les travaux de recherche, c'est que ce sont des interventions qui sont bien perçues par les familles, parce que c'est un appui concret, c'est la logique du faire avec, c'est une expertise du quotidien. Autre point qui ressort, c'est une forte présence auprès des familles quand l'enveloppe de temps s'y prête, avec une lecture vraiment fine des situations, permise justement par ce temps passé sur des objets concrets et diversifiés avec les familles et les enfants, mais justement une expertise qui n'est malheureusement pas toujours reconnue à sa juste dimension comme étant une vraie dimension d'intervention socio-éducative. Du coup, dans certains territoires, les TISF, par exemple, ne sont pas nécessairement invités aux réunions de synthèse, par exemple. Et puis, le financement, alors, peut aussi peser sur leur capacité à être vraiment partie prenante, je dirais, d'une approche commune des situations. Ce qui nous a semblé, c'est que c'était vraiment une pratique très adaptée pour des mesures de prévention et de protection qui concernent les enfants en bas âge, alors pas que, mais particulièrement eux, et vous verrez que c'est une de nos recommandations, et puis aussi sur les situations de handicap, et je sais que vous allez y revenir dans l'après-midi, mais là on voit bien que c'est un appui très concret aussi bien des familles porteuses de handicap, qui ont aussi une problématique de protection de l'enfance ou de prévention, ou bien qui ont en charge un enfant handicapé dans une situation très compliquée qui génère des risques. Et donc pour nous, les TISF, le métier TISF, les services de TISF sont un vrai atout pour des interventions à domicile pluridisciplinaires et renforcées. Alors qu'il s'agisse d'articulation d'intervention entre différents services, ou que leur métier, je sais que c'est un schéma qui vous agrée moins, mais on l'a vu dans certains services d'AEMO ou d'AED qui intégraient des TISF dans leurs équipes et qui voyaient réellement leur pratique changer et leur mode de prise en charge des familles changer. Et donc vraiment un métier précieux. Je crois que j'avance sur les recommandations, voilà, pour tenir dans le temps. Donc c'est vraiment très simplifié par rapport au rapport, mais voilà, dans les recommandations. C'est pas très étonnant, mais nous ce qu'on recommande, je vois qu'il y a une coquille, c'est un réinvestissement évidemment technique, stratégique, financier. Important dans ces interventions pour leur reconnaître leur juste place en tant que mesure de prévention et de protection de l'enfance. On a vraiment l'impression que telles qu'elles sont calibrées aujourd'hui, elles peuvent difficilement atteindre leurs objectifs dans un certain nombre de situations.
Et donc, on se dit, alors on connaît la situation financière des départements. C'est vrai que l'impact de la crise sanitaire sur les départements peut être de nature à générer des difficultés. Mais ce qu'on a observé, nous, quand on a commencé nos travaux, donc c'était en 2019, c'est qu'on avait un certain nombre de départements qui avaient envie de se réinvestir. Alors certains le faisaient à travers le placement à domicile, d'autres à travers de l'AEMO renforcé, mais en tous les cas, une réflexion sur se réinvestir dans ce champ se dessinait. Donc on espère que ça va je dirais, ne pas être cassé par cette crise. Et donc, dans les pistes qu'on évoquait, c'était effectivement pouvoir disposer dans chaque département d'un panier socle de services qui correspondent au moins à l'ensemble des interventions qui sont prévues dans le code, de privilégier des interventions plus intensives, modulables, mieux articulées, et effectivement, du coup aussi plus pluridisciplinaires, et qui mixent des supports d'intervention différents. Effectivement, les interventions de nature TISF, l'accueil de jour, des possibilités d'hébergement, de manière à vraiment moduler en fonction des besoins des familles, de développer des actions en direction des enfants en bas âge. Qui nous a beaucoup choqué, c'était de voir combien les retours de pouponnières à travers des chiffres de la direction de l'adresse n'étaient pas toujours systématiquement accompagnés, en fait. Alors ils le sont justement souvent par TISF, par des interventions de TISF, ce qui est bien, mais parfois c'est pas toujours, et parfois ce n'est pas suffisant. Voilà, donc ça c'est un peu sur réinvestir ces mesures au niveau des départements, l'appui dans le cadre de la contractualisation État et département, et dans le même temps d'aller vers une évolution des pratiques professionnelles en construisant les interventions à partir d'une lecture des besoins fondamentaux des enfants partagés avec les familles. Et ça, on a échangé avec des services qui travaillaient de cette façon-là, avec des outils de lecture de ces besoins, mais qui étaient vraiment discutés. Et tout au long de l'intervention, ce qui ancre aussi de façon plus concrète ces interventions, mettre davantage l'accent sur le pouvoir d'agir des familles, leur propre vision de leurs besoins et de ce qu'elles peuvent faire. Et de ce point de vue-là, on peut peut-être se dire que la crise, et ça m'intéressera de vous entendre là-dessus, puisque moi j'ai décroché depuis 1 an, mais la crise a peut-être à la fois, notamment pendant le confinement, exacerbé certaines difficultés, mais aussi montré les ressources de certaines familles qui sont montrées plus autonomes qu'on ne le pensait, et puis de diversifier les supports et modes d'intervention. Donc ça tient au mixage que j'évoquais déjà des supports d'intervention, mais on a vu, et ça ce sera intéressant d'en discuter, que pendant la crise, le numérique a pris une certaine place. Alors c'est difficile de faire une intervention de TISF sous forme numérique, ça c'est clair. Mais par exemple les services d'action éducative ou de placement à domicile ont parfois multiplié les contacts téléphoniques et se sont aperçus que ces contacts plus fréquents, même à distance, arrivaient à construire un lien peut-être plus fort. Alors le contexte il s'y prêtait peut-être que ces visites une fois toutes les 3 ou 4 semaines, alors qui établissent des liens un peu plus distants. Et puis aussi certains services, mais qui pouvaient en avoir les moyens, ont mis en place, à notre connaissance, mais des dispositifs de répit pour des enfants qui étaient protégés à domicile, de manière à, quand ça risquait vraiment, ça devenait extrêmement tendu, pouvoir
pouvoir les accueillir pendant quelques jours ou en accueil de jour. Donc ça, notamment, c'est les services d'AEMO renforcés qui ont pu, ou de PAED qui ont pu faire ça dans certains départements. Mais là, j'avoue que malheureusement, je n'ai pas de vision globale de ce qui s'est passé pendant la crise, et justement, je serais très intéressée de voir comment ces interventions ont pu se mettre en place dans ce contexte difficile qui exacerbe les difficultés de beaucoup de familles et beaucoup d'enfants à de nombreux titres. Voilà. Et je suis passée tellement vite que je n'ai pas parlé d'un point, mais sur lequel vous allez revenir cet après-midi, à savoir bien tout l'enjeu d'attractivité et de difficulté de recrutement du métier, de ce métier, mais où on avait observé pendant les travaux aussi des démarches intéressantes, notamment d'accompagnement de reconversion professionnelle vers ce métier de personnes étant plutôt dans la trentaine ou la quarantaine, et qui semblait une piste vraiment intéressante pour ce beau métier précieux. Voilà. Merci beaucoup, Madame Guédan, pour cette présentation et ce rapport très intéressant et ces constats, évidemment, que nous partageons tous sur les TISF, ainsi que vos recommandations. Juste pour information, le rapport de Madame Guédan sera disponible en téléchargement au moment des échanges, donc vous pourrez cliquer dessus et directement récupérer le rapport. Alors, vous parliez de la crise, on va plonger au cœur de la crise, puisque dans cette crise, il y a certaines choses qui ont pu avoir lieu, notamment un travail partenarial entre les différents acteurs de la protection de l'enfance avec les conseils départementaux. Donc, je vais passer la parole maintenant à Patrick Garel, qui est directeur adjoint à la direction éducation, jeunesse et sport du département de l'Isère, à Emmanuel Joseph, qui est chef de service accueil en protection de l'enfance du département de l'Isère. Et donc, ils font une intervention conjointe avec Véronique Vert, qui est directrice adjointe de l'association ADF 38 du réseau FNAP-CSF. Monsieur Garel, je vous passe la parole. Bien, écoutez, bonjour à tous. Merci pour cette invitation à témoigner d'un partenariat d'une part et puis d'une gestion de crise d'autre part sur l'année 2020. Tout d'abord, peut-être présenter très rapidement l'activité du département de l'Isère et déjà son organisation. Nous avons une organisation qui est construite avec 13 territoires dans lesquels se trouvent les services opérationnels de l'aide sociale à l'enfance, de la PMI et de l'action sociale, et puis une direction centrale, hein, vous l'avez cité, la DEJS, la direction de l'éducation, la jeunesse et le sport, qui est une direction centralisée et qui intervient autour des missions centralisées que sont les autorisations, les conventionnements, les financements et bien sûr le contrôle. En termes d'activité, les mesures d'accompagnement des familles à domicile sur le département, c'est un budget de 10 millions d'euros. Pour 2/3 des mesures d'aide éducative à domicile, administratif et judiciaire, et puis 1/3 autour de ces interventions, donc TISF dont on parle aujourd'hui. Et sur le département, c'est 970 familles qui sont accompagnées pour un volume de 85 000 heures d'intervention. Nous travaillons avec deux associations, l'ADMR et l'ADF 38, avec une répartition géographique, hein, puisque l'ADMR est traditionnellement un peu plus implantée dans le milieu rural et ADF 38 un peu plus sur les secteurs urbains. Et le constat qu'on fait, c'est qu'on a une consommation d'heures qui est en constante augmentation depuis 5 années et avec effectivement cette modalité de travail et d'intervention qui se développe. Pour revenir sur la crise sanitaire, alors je m'excuse, hein, comme on a fait on a décidé de cette présentation commune, on a le port du masque obligatoire, donc je m'en excuse par avance. Sur la gestion de crise, donc mars arrive effectivement et avec ce confinement, hein, qui nous a tous saisis dans un premier temps,
Et la première décision qui a été prise, c'est de sécuriser le financement avec le maintien de l'activité de tarification donc sur la direction départementale, puisque nous avons eu la chance d'avoir un peu d'avance sur notre parc informatique et la possibilité d'être en télétravail et de pouvoir continuer pleinement notre activité, et en assurant du coup que les dotations qui étaient prévues auprès des associations soient assurées, quelle que soit l'activité réelle des services. Donc c'est vraiment la première indication qu'on a pu donner qui permettent aux associations de s'assurer qu'il n'y aurait pas d'inquiétude sur ce versant-là. Le dialogue a été maintenu, alors tout d'abord sous une forme individuelle qui existait déjà avant la crise, donc avec des modalités de dialogue et de fonctionnement avec chacune des associations. Et très rapidement, on s'est aperçu qu'il était très difficile d'apporter des réponses à une situation totalement inédite et à des problématiques multiples, par la question de l'absentéisme des professionnels, de l'inquiétude des professionnels, de l'isolement des familles, la contingence des locaux, enfin bref, toutes ces situations ne permettaient pas effectivement d'avoir des réponses qui étaient ajustées. Et du coup, on a décidé effectivement de créer un dialogue institutionnel différent avec des téléconférences donc fréquentes, puisqu'elles étaient à hauteur de tous les 15 jours, avec l'ensemble des associations qui mettent en œuvre les droits de visite en présence d'un tiers et les mesures d'accompagnement à domicile. Donc l'idée de ce dialogue, ça a été vraiment d'abord de partager les enjeux et le contexte de chacune des institutions, que ce soit au sein du département comme au sein de chaque association, pouvoir effectivement faire un état des lieux de l'impact de la crise sur le personnel, sur les familles qui étaient accompagnées, aborder la question, je l'ai dit, de l'absentéisme des professionnels, de l'état d'esprit ambiant dans les associations, parce que c'est vrai qu'on était quand même dans une situation d'inquiétude majeure. Les difficultés des professionnels, dans un premier temps, à reprendre l'activité alors que nous n'avions pas encore tous les équipements qui le permettaient. Donc ça a été aussi l'occasion des fois de chercher des palliatifs. Je me souviens qu'on avait fait fabriquer des visières avec des imprimantes 3D, puis on a distribué ces premières visières qui ont permis effectivement déjà de garantir un minimum de protection. Donc c'était vraiment cette question de trouver une cohérence des positionnements et aussi l'appropriation des consignes, puisque nous avions aussi ces consignes ministérielles qui nous arrivaient, donc qui étaient transmises immédiatement. Et lors de ces temps de visioconférence, c'était vraiment l'occasion de vérifier que tout le monde les avait comprises, se les était appropriées, et parfois même l'occasion de débat pour voir la manière dont elles pouvaient être mises en œuvre, et avec des fois aussi des adaptations à trouver selon les contingences de chacun. Ça a permis aussi une communication avec les familles qui était cohérente. Ça a été une des premières fois, je crois en tout cas, qu'on a adressé des courriers directement aux familles en tant qu'institution, que ce soit le département comme les associations, pour informer des décisions qui étaient prises. Et avec l'idée effectivement qu'on puisse le plus rapidement reprendre une activité auprès des familles et des enfants. Le deuxième point, c'était vraiment une volonté partagée de ne pas induire de rupture pour les familles, donc avec cette question du partage des difficultés quant aux modalités de mise en œuvre des mesures qui étaient prises et des projets qui étaient institués, avec un accord initial du département qui a été pris là aussi assez rapidement lors de la reprise des interventions. C'était effectivement de donner une liberté d'appréciation des modalités de mise en œuvre par rapport aux projets qui étaient construits. Et je dirais que la bonne connaissance du contexte et des situations familiales par ADF, elle a vraiment permis de pouvoir ciseler les réponses de manière très très fine et faire preuve vraiment d'inventivité sur la manière de reprendre le lien. Alors ça a été des appels téléphoniques, ça a été des visios, je crois qu'il y a eu des animations aussi sous forme visio, mais je laisserai ma collègue les présenter davantage. Mais vraiment cette question effectivement de donner la possibilité à l'association de regarder au cas par cas la manière la plus adaptée de reprendre lien, de reprendre contact, puis de reprendre l'intervention elle-même.
L'autre bénéfice effectivement de cette organisation, ça a été vraiment ce rôle de coordination de la direction départementale avec ce lien régulier avec l'ensemble des associations qui interviennent. Dans une logique de réseau, ça a permis vraiment aussi un échange de pratiques entre associations, que chacun puisse s'enseigner de ce que les autres faisaient. Et puis une communication à l'échelle des territoires, de nos 13 territoires, qui là aussi était cohérente, qui était, si ce n'est en temps réel, en tout cas assez réactive, et qui a permis effectivement de rassurer tous les professionnels sur la manière dont était pilotée cette gestion de crise. Donc ça a vraiment été un point très très positif. Très positif, pardon. Également, une forme d'intelligence collective, puisque du coup on a découvert dans cette crise, que personne n'était sachant. C'est une situation inédite auquel personne n'avait été confronté auparavant. Et finalement, les solutions qui ont été construites l'ont été de manière collective, avec cet échange de pratiques et cette réflexion commune, avec parfois un arbitrage pris par le département, mais cet arbitrage s'ancrait vraiment dans la connaissance des opérateurs de terrain et sur ces remontées de contexte et de réalité. Et puis une évaluation des modalités de travail auprès des familles qui ont été très rigoureuses. Alors ça, c'est vraiment un point qu'on tenait à soulever, qui est effectivement cette attitude responsable de l'ensemble des familles, la quasi-majorité des familles avec lesquelles nous avons travaillé, puisqu'on a pu sortir parfois du regard stigmatisant qu'on peut avoir sur le public de la protection de l'enfance. Et on a pu vérifier que les gens étaient à l'écoute des consignes qui étaient données et respectaient très strictement les consignes en termes de gestes barrières, en termes d'accueil des professionnels. Voilà, donc c'est vraiment ce retour de gestion de crise qui nous permet aujourd'hui d'envisager le travail sous une forme différente et de garder les bénéfices de cette période. Alors je l'ai dit, premier enseignement, c'est la question effectivement des familles et de la collaboration avec les familles. On a pu être vraiment à l'écoute de leurs besoins sur le moment où les reprises d'activités ont été faites, et on s'est finalement calé vraiment sur ce qu'ils pouvaient nous apporter, certains nous disant qu'ils n'étaient pas prêts à faire venir quelqu'un chez eux, d'autres l'attendaient grandement. Donc ça a vraiment permis de calibrer au mieux la manière dont on travaillait avec eux. L'autre constat qu'on a fait, c'est le fort engagement des différents professionnels qui interviennent dans les familles, avec parfois des sentiments de culpabilité de ne pas pouvoir être présent auprès des parents ou auprès des enfants, des culpabilités des fois et une grande attention à ne pas être vecteur de contamination du virus. Moi, je me souviens de paroles de TISF qui nous étaient rapportées sur cette très très grande préoccupation. Un autre enseignement, c'est le rapport modifié entre la direction départementale et les associations qui, avant cette crise, était finalement un rapport plus de financeurs à prestataires, et aujourd'hui qui s'enrichit, et ça reste, ce rapport reste là, c'est une réalité, mais il s'enrichit effectivement d'un lien de partenariat. Ce partenariat existait davantage sur l'aspect local entre les territoires et les associations, et maintenant on se dit qu'on a construit ce partenariat, et au point que cette dynamique qu'on a construite dans ces temps réguliers d'échange, de réflexion, de construction de réponses, c'est un gain qu'on ne voudrait pas perdre, et on voudrait profiter de cette dynamique finalement pour continuer à travailler donc nos travaux dans le cadre du schéma, et vraiment profiter de cette dynamique qui a été amorcée et construite pour continuer à s'enseigner les uns les autres et à faire en sorte de pouvoir construire des réponses les plus adaptées aux besoins des personnes que nous accompagnons. Voilà donc très rapidement ce retour sur expérience et sur cette gestion de crise. Et puis je vais laisser la parole du coup à ma collègue sur la suite.
Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais compléter les propos de Patrick Garel avec l'œil d'ADF 38, du service d'aide à domicile. Donc, je vais également présenter brièvement notre service. ADF 38, c'est donc un service, un tas de famille composé de 180 salariés, un gros pôle TISF, on a 95 TISF et 50 aides à domicile. Pour ordre d'idée, c'est 130 000 heures d'intervention et 65 000 donc avec le département de l'Isère. Et on parlait des visites médiatisées. On a regardé l'année dernière, près de 10 000 heures ont été faites dans ce cadre-là. Donc, cela représente 2000 familles aidées par an. Et puis, si on fait donc un focus sur cette période de crise, pour nous, lorsque l'annonce du confinement a été faite par le président de la République, nous aidions 950 familles. Donc, d'une manière plus concrète, je vais vous expliquer un petit peu comment on a pu fonctionner. Le premier constat, et je le disais en 3 mots, c'est effectivement adaptabilité, réactivité et inventivité. Du jour au lendemain, on s'est retrouvé à devoir fermer notre service, fermer les antennes, puisque donc nous avons 4 antennes. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit sur la répartition territoriale. La première chose qui a été choisie et décidée, c'était de prévenir effectivement toutes ces familles par téléphone. Donc pendant 1 jour et demi, les responsables de secteur et les assistantes des antennes ont pris la peine d'appeler toutes les familles pour leur dire qu'effectivement le service allait être fermé et que on allait devoir fonctionner différemment. On ne savait pas encore comment, mais voilà, on était vraiment un coup près qui était tombé et de nouvelles choses à inventer. Donc pour ADF 38, très vite, dès le lundi qui a suivi, nous avons mis en place également des visios avec les responsables de secteur en charge des équipes d'intervenants. L'idée, c'était vraiment de pouvoir ajuster notre fonctionnement. Alors, nous avons la chance d'appartenir à une fédération, donc à la FNAP, qui effectivement a été très active et ça a été très important pour nous d'avoir les informations concernant les textes, les protocoles, les directives ministérielles, etc. à mettre en œuvre et de nous ajuster au plus vite. Et puis très vite, les TISF, dès la première semaine, ont pu dire... Alors, on me dit qu'on ne m'entend pas très bien, donc je vais enlever le masque. Désolée pour mes collègues. Oui, donc on est parti sur un fonctionnement avec des TISF qui nous ont tout de suite interpellés en disant on ne peut pas laisser les familles sans suivi. Et donc dès la première semaine, s'est mis en place un système d'appel régulier des familles sur les temps d'intervention des TISF pour justement faire un état des lieux des situations des familles. Donc la première chose pour nous, le confinement avec leurs enfants, s'ils avaient des difficultés concrètes, notamment sur le plan financier ou pour les biens de première nécessité. Voilà, donc on avait établi une sorte de grille pour repérer tous les besoins, notamment la forte anxiété qui peut aller jusqu'à un état dépressif, l'isolement du fait de ne pas avoir de famille à qui téléphoner, par exemple, et puis avec l'arrêt des écoles, tout ce qui était difficultés scolaires pour les familles, nous suivons des familles en grande précarité, donc pas forcément d'accès facile pour les enfants, notamment pas d'équipement informatique au domicile, parfois le barrage de la langue pour les parents qui ne pouvaient pas aider leurs enfants avec les devoirs. Voilà, ce travail aussi pédagogique, même par téléphone, pour demander aux familles de faire attention, de respecter les gestes barrières, etc. De ce premier état des lieux, Madame Guédon en a parlé tout à l'heure, on a vraiment senti que ce lien téléphonique était important pour les familles, qu'elles ne se sentaient pas complètement isolées et perdues. Donc, ça a vraiment permis de rompre l'isolement. Et puis, nous, ça nous a permis, pour les TISF,
toujours en étant très en lien avec les responsables de secteur. Et puis, on a parlé des territoires du département, puisque c'est notre échelle d'intervention première, très en lien avec les référents sociaux et avec les cadrages. Et puis, très vite, M. Guérel en a parlé, nous avons eu besoin, au niveau d'ADF 38, de pouvoir valider nos pratiques. Donc, de fait, un plan de continuité a été fait par ADF 38, communiqué aux financeurs. Toutes les décisions qui étaient prises, donc toutes les semaines, des notes de fonctionnement étaient faites en interne. On communiquait aussi avec nos salariés qui se sont du jour au lendemain retrouvés chez eux et très démunis aussi face à cette situation, en laissant des familles avec toutes les difficultés qu'elles avaient. Donc ça a été très compliqué aussi pour ces intervenants, une sorte d'intuition à ne pas pouvoir intervenir en fait au domicile. Donc ce besoin de travailler d'une autre manière s'est tout de suite fait sentir. Ce lien existait effectivement avec les directions territoriales, avec la DEJS, M. Garel l'a dit, on était plus dans des relations de financeurs à prestataires, mais on a eu besoin de faire valider nos pratiques. On a tout de suite été dans une grande relation de confiance avec le département de l'Isère et on a pu, dans ces exercices fines faites par téléphone déjà dans un premier temps, permettre le redémarrage des interventions au domicile dès le 20 avril. On a à peu près un tiers de l'effectif, 38 TIC qui sont retournés sur le terrain. Donc, je vous rappelle quand même à l'époque, effectivement, le contexte. Très peu de pays pour les stades familles, que nous n'étions pas prioritaires. Donc, quand même beaucoup d'inquiétude pour les TISF d'aller travailler dans des familles en ayant voilà, la crainte de transmettre le virus. Donc, une fois qu'on a pu avoir les masques, les équipements de protection, le gel hydroalcoolique, les interventions ont pu reprendre. Et là, effectivement, il a fallu adapter les interventions puisqu'on n'a pas pu faire les interventions telles qu'elles étaient prévues dans les PPE, avec les objectifs initiaux. Et là, vraiment, cette confiance dans le travail des TISF a vraiment été un appui pour ADF 38 de la part du département parce que, eh bien, on a été obligé de faire sauter des cartons. C'est-à-dire que, effectivement, plus de suivi horaire des interventions, ça n'était pas possible. Les services administratifs ne pouvaient pas suivre ce fonctionnement. Une grande confiance dans l'expertise fine des TISF de ce qu'elles pouvaient observer, c'est-à-dire qu'une première intervention a été faite au domicile des familles, et de là, les TISF ont pu décider des interventions à mettre en place en fonction de ce qu'elles avaient constaté dans les familles pour répondre à des besoins du moment. Très concrètement, il y avait des enfants qui n'étaient pas sortis depuis le début du confinement, donc depuis le 15 mars, on était donc le 20 avril, des enfants qui n'avaient pas mis le nez dehors, des familles qui étaient confrontées à des grandes difficultés voilà, sur des besoins de première nécessité. Nous avons tout de suite pu mettre en lien avec les services concernés, beaucoup travaillé en lien aussi avec les services de l'ASE, bien sûr, de la PI, pour essayer de répondre aux besoins des familles au plus juste. Donc là, vraiment, on remercie le département d'avoir eu de nous avoir donné cette possibilité d'intervention en fonction de l'expertise faite par les TISF. Et encore une fois, pour répondre au mieux aux besoins des familles. Et puis, M. Garel l'a dit, l'important aussi pour nous, ça a été d'ajuster les pratiques. Donc, dès que nous avons pu réouvrir le service de manière complète, à savoir à partir du 11 mai, les familles étaient quand même réticentes à l'accueil des TISF au domicile. L'exercice des droits de visite était aussi compliqué. Donc, pareil, des formes d'intervention nouvelles ont pu se mettre en place. On parlait des interventions en vidéo, et notamment les TISF ont été très inventifs pour ces interventions. J'ai en tête des choses très pratiques, notamment pour le soutien scolaire, avec donc par le biais de WhatsApp ou Facebook. Elles ont pu faire des interventions pour aider les enfants à faire de la lecture, à faire des exercices. Ça a été aussi des moyens de parler à chacun des membres de la famille, que ce soit les parents ou les enfants, d'être attentifs à chacun. Donc, même si on n'a pas pu revenir tout de suite en présentiel, voilà, cette possibilité offerte d'avoir ces interventions en vidéo a vraiment été importante pour les TISF pour garder ce lien.
et maintenir aussi l'équilibre psychique des familles, puisque voilà, cet isolement était compliqué aussi pour les familles. Et puis, vous en parliez aussi tout à l'heure, de belles choses ont pu être constatées par les CISF. Des familles ont pu aussi avoir des ressources insoupçonnées pour s'occuper de leurs enfants, notamment à domicile. Et ça a été des belles découvertes pour les CISF de voir que les familles avaient su puiser en elles pour mettre en œuvre des choses avec leurs enfants, notamment des jeux avec les enfants qu'elles n'auraient sans doute pas fait en temps normal. Et puis, vous l'avez dit aussi, très respectueuse des intervenants parce qu'elles en avaient grand besoin. Et du coup, voilà, les ont accueillis dans le respect vraiment des gestes barrières. Alors, ça a été compliqué pour les enfants, hein, évidemment, de ne pas sauter dans les bras des TISF, mais pour autant, vraiment un grand respect. Donc, vous l'avez dit, on a beaucoup communiqué avec les familles, on a été en lien avec elles, on a écrit des protocoles aussi pour leur faire, voilà, pour que ces temps d'intervention se passent au mieux, tant pour la santé et la sécurité de nos salariés, parce qu'il y avait aussi beaucoup de craintes, mais aussi pour leur santé. Voilà. Donc, effectivement, beaucoup de choses pour être dites avec le département sur tout ce travail partenarial, mais je pense que l'avenir nous donnera l'occasion de tirer profit, de tout ce qui a été fait pendant cette période-là très particulière. Merci beaucoup Véronique, merci à vous tous pour ces témoignages très terrain, mais qui illustrent vraiment le mot partenariat, hein, justement entre les services et le conseil départemental. Je vais passer maintenant la parole à Julien Roux, qui est conseiller auprès d'Adrien Taquet, notamment sur les questions de protection de l'enfance. Donc merci Julien d'avoir accepté notre invitation. Je vous propose un peu de conclure finalement cette table ronde, voir un petit peu nous dire ce que vous avez retenu, mais surtout de nous dire un petit peu quelles leçons de votre côté vous avez pu tirer de cette crise, d'une année de crise, et puis quelles perspectives on peut avoir sur l'année prochaine, ou en tout cas dans le futur, par rapport à tout ce qui s'est passé en cette année 2020. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. C'est pas une mission facile que de conclure l'ensemble des échanges qu'on a pu entendre pendant cette première table ronde. La question du domicile en protection de l'enfance est un sujet qui est bien plus évidemment profond que l'impact de la crise. Moi, il y a quelques éléments peut-être que je voudrais partager avec vous avant d'évoquer la crise et l'impact de la crise. D'abord, la question du domicile, c'est aussi une question de philosophie. Alors, je fais attention à pas utiliser de termes trop importants, mais on sait bien que la protection de l'enfance est traversée par un certain nombre d'idéologie ou de positionnement, et quand je dis ça, c'est pas du tout négatif, hein, mais sur la question du lien biologique, sur la question du placement, etc. Et donc on est aussi sur un domaine où parfois il y a des frottements importants, et parfois tout ça a des impacts aussi sur les solutions qui sont proposées. Et on voit bien, c'était rappelé tout à l'heure par Madame Guénan, la protection de l'enfance aujourd'hui, c'est un budget à peu près annuel de 8 milliards d'euros pour les départements, et sur ces 8 milliards, il y en a 6 qui sont consacrés au placement. Et ça dit beaucoup de ce qu'est une particularité assez française, hein, qui est finalement le peu de place qu'on accorde à la prévention. Et le peu de place qu'on accorde aussi à l'investissement préventif, et plutôt de favoriser la réponse curative de manière importante. Donc, il y a des choses qui évoluent.
je crois bien entendu que la démarche de consensus qui a été présentée fait partie des outils qui permettent aussi de faire évoluer les choses. Je crois à la place qu'est la nôtre et au niveau qui est le nôtre que la contractualisation qu'on mène avec les départements, 30 premiers départements en 2020, 40 départements supplémentaires en 2021 pour aboutir à une contractualisation avec 70 départements, participe aussi à changer les choses, puisque nous, dans la contractualisation, on a un certain nombre d'objectifs sur lesquels on se met d'accord avec les départements. Et parmi ces objectifs, il y a la diversification de l'offre en matière de protection de l'enfance à domicile. Et quand je vois le contenu des 30 premiers départements, qui ont signé l'année dernière, on sent qu'il y a la volonté de réinvestir ce champ, de déployer des solutions innovantes, de soutenir politiquement et administrativement la question du domicile. Il y a également des actions dans la contractualisation qui sont financées pour améliorer le soutien et l'accompagnement du retour à domicile. On travaille également la question de la souplesse entre le domicile et le placement, avec la possibilité de faire des allers-retours. C'est-à-dire que ce qu'on travaille finalement, c'est la fin de l'opposition entre le domicile et le placement. Et comment est-ce que on rentre dans une logique de parcours pour l'enfant. Et ce parcours, il peut être que à domicile, il peut être à domicile, puis dans le placement, puis de nouveau à domicile. Ça, il faut qu'on ait une logique qui nous permette d'accepter que tous les outils sont des outils de réponse, évidemment, aux besoins fondamentaux de l'enfant. Et le domicile, évidemment, a pleinement sa place dans la liste des réponses concernant les besoins fondamentaux de l'enfant et de son accompagnement. Et moi, je crois en tout cas que ce qu'on travaille dans la contractualisation y participe. Parce que il y a un autre élément, et la contractualisation cherche à répondre à ça, c'est que en protection de l'enfance, mais c'est vrai dans d'autres domaines, personne ne croit un instant que en décrétant quelque chose de Paris, on trouvera une solution qui se répandra sur tout le territoire, que ça sera formidable, que tout le monde se l'appropriera, etc. Et donc la contractualisation, ce qu'elle traduit aussi, c'est que nous on pense que les solutions, elles se dessinent localement. Et c'est pour ça que l'intervention des collègues de l'Isère était si importante finalement dans cette table ronde, parce qu'on voit bien que aucune solution nationale ne peut se décider ou se décréter nationalement. Les décisions nationales, elles ne peuvent que s'appuyer sur des réussites locales, sur la création de partenariats et de dynamiques locales qu'on sera en capacité de pouvoir exporter sur d'autres territoires. Et ça, c'est un élément qui est important, et je crois que qu'aujourd'hui tout le monde l'a compris. Et pour dire quelques mots sur la question du Covid, de la place de la crise sanitaire et de l'impact que tout ça a pu avoir sur la protection de l'enfance. Je crois que tout le monde, et ça a été déjà souligné, tout le monde a été saisi d'une énorme inquiétude. Mi-mars, quand le confinement a été décrété, tous les acteurs de la protection de l'enfance ont été très inquiets, parce que se demandant bien comment est-ce que tout ça allait se passer. On avait des vraies inquiétudes sur l'impact que ça pouvait avoir sur les enfants et les jeunes qui étaient suivis. Nous, on a alors moi, j'étais pas encore là à l'époque, mais avec le secrétaire d'État, des réunions, je crois, hebdomadaires, ont
ont eu lieu avec l'ensemble des acteurs. Il était important pour nous de pouvoir avoir les remontées de terrain, bien entendu, sur ce qui se passait, à la fois sur le placement et à la fois sur le domicile. Moi, je me souviens, on a entendu les parents qui voulaient plus ouvrir la porte aux intervenants qui continuaient à se déplacer par peur du Covid, par peur de la transmission du virus. Donc, on a eu tout un tas de remontées qu'on faisait de manière hebdomadaire, avec l'idée d'essayer de pouvoir adapter au mieux les possibilités et puis les consignes que nous on pouvait essayer de faire passer de Paris avec un tout petit paradoxe, hein, par ailleurs, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que on partage tous l'idée que rien ne peut se faire sans les solutions locales. Et en même temps, dès qu'il y a une crise, le réflexe, et il est naturel, c'est de se tourner vers l'État et de demander à l'État est-ce qu'on a le droit de faire ci, est-ce qu'on a le droit de faire ça, comment, et ce qui est logique, hein, mais il y avait en tout cas une forte un souci technique avec Julien. Je suis désolé. Il y a pas que les PISF pour les problèmes d'accès numérique, je le vois. En tout cas, pour reprendre ce que je disais, ce qui m'a frappé, et ça avait déjà été souligné, c'est effectivement la place du dialogue. C'est-à-dire que nous, on a très vite insisté pour qu'un certain nombre d'instances, tripartites, polypartites, etc., puissent se tenir et que les départements soient en capacité de pouvoir systématiquement mener le travail en lien avec les partenaires et de pouvoir animer évidemment le soutien à l'ensemble des intervenants et notamment des intervenants à domicile. Et c'est pour ça que nous, on mettait aussi à jour régulièrement les guides et les protocoles. La question du numérique a été un élément assez important. On a mené, c'était une volonté du secrétaire d'État, un retour d'expérience sur le premier confinement. On a dû faire ça juste avant les vacances d'été. Il y a trois choses fondamentales, qui nous ont frappés. Le premier, c'est effectivement la place du numérique. Alors, on sait que le numérique ne peut pas répondre à tout, mais il permet, en tout cas dans la période de crise, de pouvoir maintenir un lien. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est important. Et donc, on s'est posé la question de savoir si, évidemment, on pouvait aussi mieux accompagner les professionnels et les enfants accompagnés, ainsi que les familles, bien entendu, sur le volet du numérique. On s'est rendu compte aussi que les enfants protégés, alors c'est peut-être plus vrai pour les enfants placés que pour les enfants suivis à domicile, mais en fait subissent une sollicitation permanente. Il faut aller chez le juge, il faut voir la famille, il faut aller à l'école, il faut aller voir le médecin, il faut aller voir le psy, etc. Et en fait, on a connu des effets totalement contre-intuitifs, en tout cas par rapport à ce qu'on pouvait penser dans un premier temps, qui, même si c'était pas le cas tout le temps et partout, a été un effet d'apaisement chez certains enfants, d'arrêter d'être baladés en permanence et partout sur l'ensemble des différents réunions ou rencontres qu'ils pouvaient avoir. Et il y a quelque chose que je veux souligner aussi, c'est que le système de la protection de l'enfance, il a tenu pendant le Covid. Et il a tenu grâce à l'investissement des professionnels. C'est-à-dire que si les éducateurs, si les intervenants à domicile, si les collègues des départements, etc., n'avaient pas tenu leur rôle, n'avaient pas tenu leur place, n'avaient pas fait preuve de souplesse et d'investissement professionnel, le système n'aurait peut-être pas tenu. Et c'est important de le dire parce que on partage tous ici l'idée que on est dans un domaine de forte humanité où c'est la place des questions humaines qui sont fondamentales, etc. C'est ce qui est évidemment très vrai, mais je trouve que la crise a été ce révélateur aussi que rien ne remplace le lien que les intervenants auprès de l'enfant
sont en capacité de construire. Et le fait d'avoir créé ce lien avant la crise, d'avoir su par l'innovation, parfois par le système ID, parce qu'on sait très bien que... Bien, je crois que nous avons perdu à nouveau Julien. Mais le revoilà. Donc on disparaît de nouveau avec Elsa et on vous laisse terminer, Julien. Désolé, le ministère dans sa totalité doit être connecté en visio, la bande passante est terrible. Et je disais que la place des professionnels elle est importante et au-delà de ça, la crise elle nous a quand même permis de mesurer pardon, je vais le dire un peu, c'est peut-être un peu trash, hein, ce que je veux dire, mais elle nous a permis de mesurer qu'on était un peu trop de bureaucratie aussi dans la protection de l'enfance. Et que on cherche en fait, et c'est pas toujours mal hein, la bureaucratie. Parfois on en met en œuvre pour faire en sorte justement que les gens se parlent et que on ait des instances de coordination, etc. Mais quand on commence à avoir des coordinateurs de deux coordinateurs, c'est qu'on a probablement loupé quelque chose. Et moi, ce que je voudrais essentiellement qu'on retienne de la crise et qu'on puisse tirer les leçons, c'est quand même surtout la place justement de la coordination et du dialogue interinstitutionnel. Et je conclurai là-dessus. L'enfant, il se contrefout en fait de qui s'occupe de lui. Si là on est dans le temps du département, dans le temps de l'association, dans le temps de l'État, dans le temps de la justice, dans le temps de je ne sais pas qui d'autre, tout ça n'a pas d'importance pour lui. Sauf que la réalité de notre fonctionnement aujourd'hui, c'est qu'on demande à l'enfant de s'adapter à la construction institutionnelle de la protection de l'enfance. Et ça, c'est quand même globalement pas juste. Et donc, il faut que on utilise aussi ce qu'on peut apprendre de la crise sanitaire qu'on a traversée pour que on puisse de nouveau construire le parcours de l'enfant autour de l'enfant et non plus autour de la question de l'organisation institutionnelle. Et c'est peut-être là, si on arrive à faire quelque chose, qu'on pourra dire qu'on a retenu des leçons de la crise, parce que on peut pas, sur un certain nombre de volets, continuer à s'organiser de cette manière-là. Donc, moi, je suis très heureux d'avoir entendu l'exemple des collègues de l'Isère. J'espère que ce que vous avez pu créer pendant la crise est quelque chose que vous avez pu continuer à organiser par la suite. Et il me semble que, en tout cas, on a encore de belles choses devant nous à faire. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci beaucoup, Julien, pour cette intervention très pragmatique, avec beaucoup de retours très riches sur ce que vous avez pensé de la crise. Alors deux questions, on a plein de questions. On a deux questions pour vous, puisque on sait que vous avez un agenda qui fait que vous devez bientôt nous quitter. Peut-être la première question avant de passer la parole à Elsa, c'est, mais vous en avez un petit peu parlé, mais sur cette question notamment de la disparité qu'on a pu connaître pendant la crise au niveau de la gestion, notamment de l'activité TISF par les départements. On avait certains départements qui répondaient présents, d'autres absents, pour le dire. Voilà, certains qui avaient des consignes d'arrêt total des interventions, d'autres de priorisation. Quel rôle vous pouvez jouer, ou en tout cas quelle solution on pourrait imaginer justement au-delà de la contractualisation, au-delà des solutions locales, pour pouvoir arriver à peut-être à homogénéiser au-delà des protocoles ces pratiques, si jamais on était de nouveau amené à être reconfiné prochainement. Ah ouais. Une deuxième question pour vous, là, je laisse passer oui, alors effectivement, une deuxième question, alors qui a aussi été posée en réalité à Madame Guédan lorsqu'elle présentait les conclusions de son rapport, mais plusieurs questions en fait qui tournent autour, je dirais, du manque peut-être de précocité dans les interventions qui peuvent être réalisées par les SAD-familles. Aujourd'hui, plusieurs des SAD déplorent arriver dans des situations déjà dégradées, voire très dégradées, et se demandent parfois pourquoi
l'intervention a tardé à être proposée. Et donc, effectivement, en lien avec les recommandations de Madame Guédan, mais aussi, effectivement, en lien avec le travail qui est fait avec Adrien Taquet, comment on peut, et avec les départements, bien entendu, mais comment on peut peut-être permettre aux services d'être intégrés dans la boucle et dans la détection peut-être des situations problématiques plus en amont. Je ne sais pas comment vous souhaitez qu'on organise les réponses. Si Madame Guédan me l'autorise, peut-être quelques mots sur la question de la disparité, des disparités territoriales dans un premier temps. La question de l'égalité de traitement en protection de l'enfance ne date pas de la crise sanitaire. Nous, on cherche à répondre à cette question-là par plusieurs outils. Alors, il y a du court terme qui est le Covid et il y a du moyen terme. Je vais commencer par le moyen terme, si vous m'autorisez, mais dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance, j'en profite au passage, mais je crois que le secrétaire d'État l'a souligné, nous on a bien intégré la notion de prévention dans la stratégie. Il y a deux outils essentiels qu'on met en place. Le premier, on a créé pour la première fois un outil, un cadre national de référence sur la question de la situation des situations de danger des enfants. Vous savez qu'aujourd'hui, à Dunkerque, à Marseille, à Rennes, à Strasbourg, à Clermont-Ferrand, les professionnels chargés de vérifier et de juger la situation de danger dans laquelle se trouve un enfant ne possède aucun outil commun. Aucun outil commun. Donc, on a saisi la Haute Autorité de Santé qui a rendu un outil formidable le 20 janvier dernier, qui est ce cadre national de référence, qu'on met à disposition de tous les acteurs, absolument tous les acteurs, gratuitement. Et on va aussi au niveau national prendre en charge la formation nationale de tous les acteurs. Ça, c'est pour donner aussi un outil un peu global. Et puis, il y a autre chose, c'est que on est en train de travailler la réforme de la gouvernance nationale de la protection de l'enfance. Et un des objectifs de cette réforme, c'est justement de travailler la question des disparités territoriales, avec l'idée que ce nouveau groupement d'intérêt public qui sera évidemment comporté avec les départements, devra travailler à donner des outils d'harmonisation territoriale, parce que l'idée n'est absolument pas, évidemment, ni de remettre en cause la décentralisation, ni d'imaginer je ne sais quelle tutelle sur les départements, puisqu'il s'agit d'un outil qui est copartagé entre l'État et les départements, mais quand même de fournir des outils dans la pratique professionnelle de manière à améliorer et faire en sorte que l'ensemble des départements puissent se voir partager le même mode de fonctionnement sur un certain nombre de sujets. Et sur le volet court terme, si demain il y a une crise sanitaire, si la crise sanitaire par exemple entraîne par exemple un reconfinement ou ce type de solution plus dure que ce qu'on connaît aujourd'hui, on sera beaucoup plus attentif à peut-être mieux associer la totalité des départements, parce que nous, on a beaucoup travaillé avec les structures de l'ADF, évidemment, pour les départements, mais on fera en sorte que les départements soient peut-être plus directement associés, de manière à ce que l'information leur parvienne peut-être plus directement, et qu'on s'assure que les interventions qui continuent à être autorisées par les différents protocoles puissent continuer à trouver pleinement leur place sur l'ensemble des territoires. Voilà. Éventuellement, Non, allez-y. Non, pas du tout. J'invitais plutôt les autres participants à la table ronde à remettre leur caméra s'ils souhaitent intervenir. Peut-être Monsieur Garel pour le département ou
Madame Guédan. Enfin, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à intervenir sur les questions qui viennent d'être abordées. Oui, Patrick Garel. Je souhaitais rebondir effectivement sur la question à la fois de la modularité et de la palette. On a beaucoup parlé effectivement de cette nécessité d'avoir une palette beaucoup plus grande de modalités d'intervention, de différentes natures. Et moi, je pense effectivement vraiment important aujourd'hui d'être inventif sur cette question-là et de ne pas hésiter non plus dans les interventions à avoir cette possibilité d'intervenir sous une forme, puis d'arrêter, laisser aussi la famille parfois expérimenter, y revenir si nécessaire. Enfin, voilà, avoir ce système d'aller-retour qui permette aussi à la famille d'exercer à un moment donné ses fonctions, ses talents, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'on a parfois des interventions qui sont ancrées sur un temps très long, et je ne pense qu'on favorise la prise d'autonomie dans ce cadre-là. Voilà. Madame Guédan, vous souhaitiez rebondir? Alors, je dois avouer que j'ai eu un appel téléphonique, donc j'ai dû couper le son pendant un certain temps, mais j'ai entendu deux des interventions de l'ISER. J'ai trouvé qu'effectivement, ce qui était vraiment très intéressant, mais que venait de dire Monsieur Garel, c'est la souplesse qui a pu être donnée aux intervenants pour adapter leurs interventions, les moduler, une forme de confiance, peut-être plus d'ailleurs dans le cadre des TISF, pas cette logique un peu de pointage, hein, parfois qui est sur les heures, mais une logique plus forfaitaire. Donc ça, je trouve que ça gagnerait à être poursuivi. Les articulations entre les acteurs, c'est vrai que j'en ai peu parlé dans mon intervention, mais si la crise a permis plus de fluidité, plus de confiance, et y compris entre les intervenants, j'allais dire, socio-éducatifs eux-mêmes, pas que dans la relation entre les intervenants, les associations et les départements, bien tant mieux. Et tout ce qui a été dit sur certaines interventions en visio plus fréquentes qui ont permis de rompre l'isolement, là aussi j'ai trouvé que c'était intéressant, y compris les solutions de répit. Donc ça va vraiment dans le sens de construire ces interventions à domicile de façon moins, comment dirais-je, juxtaposée, que bien articulées entre elles dans le cadre d'un projet qui est un peu partagé, construit entre familles, départements et intervenants, et avec, je dirais, la petite souplesse qui permet d'ajuster l'intensité et les supports d'intervention. Voilà, donc il y a des départements qui ont, enfin plusieurs départements qui étaient déjà en réflexion sur ce type de modèle en 2019, début 2020. Je sais que par exemple l'Ille-et-Vilaine est allée un peu au bout de sa réflexion sur ce qu'ils avaient appelé mesures uniques et qui sont rebaptisées d'un nom un petit peu plus parlant de mesures éducatives personnalisées. Voilà, dans lequel il y a un recours un peu plus, j'ai l'impression facilité au TISF, mais je n'en connais pas l'application. Je connais le projet, donc je ne sais pas après dans la vraie vie ce que ça donne. Mais voilà, ce sur quoi je pouvais déjà réagir. Merci beaucoup. Alors malheureusement, on est pris par le temps. C'est vrai qu'on avait des interventions très intéressantes et c'est très frustrant de devoir s'arrêter là pour les échanges. Vous pouvez toujours continuer. En tout cas, nous les questions, on les garde et puis on se permettra, si vous êtes d'accord, Madame Guédan et Patrick, de vous les transmettre éventuellement par la suite et de vous laisser y répondre, nous transmettre les réponses. Voilà, écoutez, merci beaucoup pour ces interventions. Donc la table 1 va se clôturer. Donc il faudra bien vous connecter pour la suite à la table 2. Donc vous avez tous reçu le lien normalement.
Et normalement, je crois que c'est d'ici à peu près une vingtaine de minutes, c'est ça, non, Sarah, je crois. Voilà, d'ici une vingtaine de minutes. Donc on dit à 11h40, une demi-heure, bon 11h50, 11h45. Voilà, c'est négocié à 11h45 pour pouvoir se reconnecter à la table 2. Encore merci beaucoup à tous pour ces interventions et puis à tout de suite sur la table 2.